Ohayou gozaimasu. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous repropose de vous raconter une histoire d'horreur, ou plutôt une histoire horriblement triste. Vos retours sur ce genre de vidéos sont toujours aussi bons, ça me fait très plaisir, donc on continue. Comme d'habitude, ici pas de phénomènes paranormaux, d'histoires inventées ou d'apparitions de fantômes. Tous les faits qui vont suivre sont strictement réels et facilement vérifiables. Je vous propose de vous installer confortablement et de vous laisser emporter par le récit. Kyoto Kaigo Satsujin. 1995. Nous sommes en 1995 dans la préfecture de Kyoto, et même dans la ville de Kyoto. Dans un appartement vit un couple de japonais assez âgés, la femme est femme au foyer et l'homme est un artisan de teinture pour kimono de luxe. Son travail était très célèbre durant les années 50 à 60, mais en 1990, l'entreprise familiale a fait faillite. Et nous nous retrouvons donc avec un homme à la retraite et une femme au foyer qui vivent modestement sur les économies du temps où l'entreprise existait encore. Heureusement, leur fils de temps en temps vient s'occuper d'eux, il a reçu plus jeune l'éducation de son père plutôt sévère. Il ne faut pas déranger les gens, il faut vivre honnêtement et correctement. Aujourd'hui, le fils a 44 ans, il vit seul, sans femme et sans enfant, ce qui lui donne suffisamment de temps libre pour s'occuper un peu de ses parents. Mais cette année, la mort frappe à la porte de cette famille et emporte le père. À l'âge de 80 ans, le père s'éteint en laissant seule sa femme avec son fils. Pour faciliter la suite de l'histoire, on va appeler le fils Aki et sa mère Fuyu. Après la mort du père. Fuyu, dévastée par le départ de son mari assez soudain, commence à ressentir des séquelles psychologiques et physiques. En effet, sa santé se détériore et quelques mois après la mort de son mari, elle est diagnostiquée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Le jour et la nuit commencent à s'inverser pour la maman. Elle dort le jour et se balade la nuit. Elle tente plusieurs fois de s'évader de son propre appartement pour errer dans le quartier sans but. Elle perd la tête. Un jour comme un autre, Aki est au travail et soudain il reçoit un appel de la part de la police, c'est au sujet de sa mère Fuyu. Son cœur commence à battre la chamade, il vient à peine de perdre son père, il n'est pas prêt psychologiquement à perdre sa mère. Mais pas d'inquiétude. Enfin, pas trop. La police l'appelle juste pour l'avertir qu'ils ont retrouvé sa mère déambulant dans un quartier non loin de chez elle et dans l'incapacité de retourner dans son appartement. En effet, la maladie d'Alzheimer s'attaque de plus en plus fort à elle. Elle oublie toutes ces choses qui lui sont chères, tous ses souvenirs précieux, jusqu'à même à en oublier son adresse. Aki termine son travail dans la hâte et part rejoindre sa mère au commissariat. Il fait le nécessaire avec les policiers et raccompagne Fuyu jusqu'à chez elle. Une fois rentrée, la maman se confond en excuses auprès d'Aki et c'est à ce moment-là qu'il comprend l'ampleur de la maladie et qu'elle ne contrôle pas ses actions déraisonnées. Aki et Fuyu alors parlent ensemble longuement en essayant de combler le vide qu'a laissé le père en partant. Malheureusement, durant ses heures de travail, ces appels de la police deviennent de plus en plus fréquents et Aki doit rapidement trouver une solution avant qu'un accident irréversible se produise. Il va alors faire appel au daycare, c'est un système social organisé par le gouvernement. Il s'agit là d'un organisme à cheval entre une maison de retraite et une garderie. On y dépose la personne à prendre en charge le matin et on vient la récupérer le soir. Cela permettrait à Aki de travailler plus sereinement sans être inquiété par un éventuel appel de la police. Et vous vous dites sûrement que c'est la solution miracle pour cette mère et son fils. Mais malheureusement, ce service est très coûteux, et le salaire de Aki ne lui permet absolument pas de souscrire à ce service tous les jours de la semaine. Il alterne donc entre son travail, aller chercher sa mère au daycare, et quelques appels de la police un peu moins fréquents. C'est extrêmement éprouvant pour Aki, tant physiquement que psychologiquement, car sa mère se réveille la nuit et dort le jour, et lui travaille le jour et s'occupe de sa mère la nuit. Cette situation, Aki va réussir à la maintenir pendant 10 ans. 10 ans durant lesquels il n'a pas relâché son attention une seule fois auprès de sa mère, 10 ans durant lesquels il a donné toute sa personne. Mais cet équilibre arrive à ses limites. Âgée de 86 ans, l'état de Fuyu s'aggrave, elle est maintenant atteinte de démence. Aki prend alors la décision difficile de quitter son travail pour s'occuper dorénavant à temps plein de sa mère. Septembre 2005. Septembre 2005, Aki démissionne de son travail et vit désormais chez sa mère pour lui apporter tout son soutien et son aide. Cependant, cette situation, vous vous en doutez bien, n'est pas durable. Les réserves de Aki fondent comme neige au soleil face aux frais des soins pour sa mère. La retraite de sa mère ne s'élève qu'à 25 000 yens et les indemnités chômage que touche Aki ne sont pas éternelles. Au Japon, ces indemnités durent 3 mois. Ne pouvant pas reprendre le travail à moins d'abandonner sa mère et voyant le gouffre de la misère s'élargir sous ses pieds, il décide de réagir. Il formule une demande financière auprès de l'État japonais pour assurer les soins de sa mère. Cependant, le gouvernement japonais répondit ainsi. Monsieur Aki ayant bénéficié tout récemment d'indemnités chômage, il n'est pas éligible à ce type d'aide de la part de l'État.
Je dois vous faire ici un petit topo. Au Japon, c'est le plein emploi et donc le chômage n'existe pratiquement pas. C'est pour ça que les indemnités sont si courtes et que cette situation à l'époque était très mal vue. Le fait de devoir se reposer sur les aides de la société et d'être de ce fait un fardeau pour cette dernière est extrêmement dur à vivre. C'est pourquoi, par rapport à en France à la même époque, il y a si peu de plans sociaux autour des malades et des chômeurs. Donc Aki et Fuyu, se voyant abandonnés par leur pays, décident de résister ensemble et quand même ils demandent des indemnités, peut-être éventuellement voilà, à la mairie. Et telle a été la réponse de la commune. Vous pouvez travailler, donc travaillez. Aki a envoyé également des demandes auprès d'établissements spécialisés, mais en vain. Décembre 2005. En décembre, Aki reçoit sa dernière indemnité chômage. Il le sait, après ce mois-ci, il n'y aura plus aucune rentrée d'argent. Payer le daycare, le loyer, les médicaments, la nourriture, tout s'accumule. Et vient un moment où le point de non-retour est franchi. En ce formidable mois de Noël, Aki est désespéré, il ne pense qu'à mourir. 31 janvier 2006. Aki en ce jour ne possède que 7000 yens en poche. Les factures se sont accumulées et il a pris sa décision. Aujourd'hui, en ce 31 janvier 2006, il prévoit de tuer sa mère Fuyu et de se donner la mort juste après son acte. Il nettoie correctement l'appartement de sa mère et lui et laisse un petit mot pour sa famille lointaine. Nous ne pouvons plus vivre ici désormais. Nous n'avons plus qu'à sortir et mourir. Avant d'arriver au moment fatidique, le fils dévoué va promener sa mère en fauteuil roulant une dernière fois dans toute la ville. En passant par des temples ou des lieux de son enfance, tous les deux vivent un véritable requiem avant leur fin. En japonais, il existe un mot qui se dit oyakoko. Il s'agit d'un mot difficilement traduisible en français, mais ce serait une tendre attention à ses parents. Et dans la nuit du 31 janvier au 1er février, Aki va effectuer son dernier oyakoko. Frigorifié par leur journée passée dehors, il sort de son porte-monnaie ses toutes dernières pièces pour acheter un kashipan, une brioche sucrée qu'il partage avec sa maman Fuyu. Et ainsi commence la toute dernière discussion entre une mère et son fils. Mo ikiraren no yade. Koko de owari yade. Sou ka. Akan ka. Issho yade. Sumanna. Sumanna. En larmes, il pose sa tête contre sa maman. Kochi koe. Washi no koya. Elle lui promet que quoi qu'il arrive, elle s'occuperait de lui pour toujours. Aki et Fuyu sont sur les bords de la rivière Katsura à Kyoto et c'est l'endroit qu'ils ont choisi pour mourir. Aki pose ses mains gelées sur la gorge de sa mère et commence l'étreinte. Il fait froid, l'atmosphère est silencieuse et la vie s'échappe doucement du corps de Fuyu. Après son acte horrible, Aki se pend, il ferme les yeux et il perd connaissance. Aki réouvre les yeux, il est à l'hôpital. Quelqu'un l'a vu et l'a sauvé. Mais pour notre homme, c'est tout sauf une bonne nouvelle. Il va devoir répondre de ses actes devant un tribunal pour le meurtre de sa propre mère. Juillet 2006. Le jugement. Est-ce que vous arrivez à imaginer l'horreur de la situation dans laquelle est Aki? Le système l'a plus ou moins poussé à tuer sa propre mère et c'est ce même système qui tente maintenant de le punir pour son acte. Heureusement, durant le jugement, tous les faits sont rappelés, ce qui va permettre de comprendre mieux les circonstances atténuantes de l'acte de Aki. Au fur et à mesure que l'histoire est contée, le cœur des personnes présentes se resserre. Ils comprennent maintenant mieux comment cet homme en est arrivé là. Durant la séance du jugement, Aki, toujours droit dans ses principes, déclare ceci. Haha no inochi o ubatte shimaimashita ga, j'ai enlevé la vie de ma mère. Mais si je devais me réincarner une nouvelle fois, je voudrais à nouveau être l'enfant de ma mère. Après ça, Aki se pose des questions à lui-même. Est-ce que ces mains qui sont à lui sont vraiment faites pour tuer sa mère? Suis-je réellement venu au monde pour tuer celle qui m'a donné la vie? Verdict, Aki a bénéficié d'une condamnation avec circonstances atténuantes, et voici ce que le juge a prononcé. L'acte d'avoir enlevé la vie, c'est extrêmement grave et irrécupérable, mais vu les circonstances et le sentiment profond de la victime, il vaudrait mieux que l'accusé prie pour le bonheur en vivant de nouveau dans ce monde avec ses propres moyens. Je condamne l'accusé à 2 ans et demi de prison et 3 ans de sursis. Et le juge, en toute fin du jugement, a voulu rajouter ceci. En mémoire de ta mère, il faut que tu vives heureux pour elle, au moins jusqu'à son âge. Aki fait alors le serment de vivre au moins jusqu'à l'âge de sa mère, c'est désormais son seul objectif de vie. Il faut savoir que cette affaire et son jugement sont exceptionnels au Japon. Pour la première fois, l'accusé d'un homicide volontaire et reconnu ne va pas en prison. Et de ce fait, l'ensemble de cette affaire a été énormément médiatisé aux yeux du grand public. Un mois plus tard. Un mois plus tard après le jugement, Aki quitte la ville de Kyoto et décide de s'installer dans la préfecture de Shiga. Il décide de vivre dans un vieil appartement avec un loyer de 22 500 yens. Quand il a déménagé, vu que pendant 10 ans il s'est occupé exclusivement de sa mère, il n'avait ni amis, ni femme, ni enfants,
ni rien. Toute une vie était à reconstruire et c'est précisément ce qu'il a fait. Il trouve un travail dans une menuiserie avec un salaire modeste de 200 000 yens par mois et il trouve même un hobby, pêcher au bord du lac Biwako. Suite à la grosse médiatisation de son histoire, la sphère publique a été extrêmement touchée et il reçoit même des lettres d'encouragement de la part d'inconnus. Il répond systématiquement à toutes les lettres pour leur décrire maintenant son quotidien beaucoup plus lumineux. Dans son voisinage, il ne parle pas de son passé et même à sa famille lointaine, il évite de parler de sa mère et préfère éviter le sujet. D'un point de vue strictement personnel, je trouve ça assez osé de la part de la famille lointaine de vouloir parler de ce sujet, sachant qu'ils n'ont rien fait pour Aki et Fuyu au moment où ils en avaient le plus besoin. Quoi qu'il en soit, le souvenir du meurtre de sa mère est profondément ancré en lui. Il ne s'est jamais pardonné et n'a jamais réussi vraiment à tourner la page. Septembre 2013. J'aimerais beaucoup vous dire que l'histoire s'arrête ici, mais malheureusement, vous vous en doutez, ce n'est pas le cas. Suite à la crise économique, Aki perd son travail et il essaye tant bien que mal de retrouver un job, mais déjà âgé de 61 ans, il peine à faire des travaux manuels. Ses réserves financières commencent encore une fois à fondre, mais il n'a jamais eu de retard ou d'impayé pour le loyer. Il reste propre sur lui, même s'il a des difficultés à se nourrir. Aki a du mal à exprimer ses sentiments et à les partager, il reste donc très seul, sans femme, sans enfant, sans amis. Le meurtre de sa mère plane tout le temps dans son esprit, il revoit encore ses mains glacées serrer le cou de sa mère et il ne s'autorise pas à accéder au bonheur, il se fait dévorer par la solitude. 1er août 2014. Plus un sou dans son compte en banque, plus un sou en poche, cette situation lui rappelle cruellement une autre. Âgé de 62 ans, notre homme se munissant d'une enveloppe part pêcher pour la dernière fois au lac Biwako. On retrouve quelques jours plus tard son corps sans vie, avec dans ses mains cette mystérieuse enveloppe. Sans l'ouvrir, on peut y lire l'inscription suivante: « Veuillez me brûler avec ceci ». À l'intérieur de cette enveloppe mystérieuse se trouve le cordon ombilical desséché qui reliait autrefois lui-même avec sa mère. Pour vous, je peux comprendre si ça vous paraît un peu glauque, mais au Japon il est courant qu'on conserve le cordon ombilical, donc voyez-y ici une preuve ultime de l'amour qu'il portait à sa mère. Malheureusement, il n'a pas réussi à respecter la promesse qu'il avait faite au juge, et Aki est parti rejoindre sa mère un peu plus tôt. Conclusion. Cette histoire a fait beaucoup de bruit au Japon en dénonçant l'inefficacité des systèmes d'aide japonais. C'est vraiment un sujet grave dans ce pays. En 2015, on recense 44 cas de meurtre ou de blessés volontaires chez des individus qui prenaient en charge des personnes âgées. C'est pour ça que cette triste histoire est aussi criante de vérité. On retrouve encore aujourd'hui des émissions télévisées qui sont entièrement basées sur cette affaire. On y retrouve encore une fois les commentaires des Japonais. J'espère vraiment qu'aujourd'hui, la mère et son fils sont réunis. C'est vraiment frustrant, c'est un crime commis par le pays. Il y a des gens stupides qui disent avoir besoin de plus de 310 000 yens, mais ceux qui en ont vraiment besoin, eux, ils n'en ont pas. Personnellement, je tiens à dire que cette histoire m'a beaucoup touché et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment à un autre niveau que les autres histoires. Celle-ci, c'est vraiment pas sur le sensationnel, c'est plus la tragédie pure de l'histoire qui m'a touché. Et pour finir, je tenais à dire qu'aujourd'hui, les services publics japonais concernant les malades, s'est nettement amélioré. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie énormément pour l'intérêt que vous avez sur cette série. Ça me fait très plaisir de voir que ce contenu plus sérieux vous intéresse tout autant, voire davantage. Donc vraiment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire le nécessaire, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.